Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Apprêtez-vous à écouter 14 histoires mystiques. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. On poste chaque jour sur YouTube à 12h00. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo, si c'est au Cameroun, si c'est hors du pays, dans quel pays exactement. Comme ça, on va voir la portée de la page. L'histoire à raconter de mon propre petit frère, même père, même mère. Ça s'est passé en 2020. Il venait de passer son bac et il avait obtenu son bac. Ça s'est passé au Congo. Il venait de passer son bac et il a obtenu son bac. Et comme tout jeune, il a voulu s'amuser, aller en boîte de nuit, après faire l'after avec ses amis, toutes les personnes qui étaient admises au bac. Donc, il est allé en boîte de nuit jusqu'à 3 heures du matin et ils ont rencontré des filles en boîte de nuit. Ils ont fait ce qui... Enfin, ils ont dragué comme tout le monde, quoi. Ils ont dragué et ils ont décidé de rentrer avec ces filles-là à la maison. Mais c'était pas chez nous, en fait. Ils avaient loué l'appartement et ils devaient aller passer la nuit là-bas. Donc, ils sont allés. Arrivés à l'appartement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et lui, vers 4 heures du matin, il se sentait pas, en fait. Avec la fille là, il avait comme un mauvais pressentiment, en fait. Il se disait qu'il y a quelque chose de pas bien, en fait. Donc, il est parti, il est ressorti de l'appartement, il allait se balader, peut-être pendant 20-15 minutes. Et quand il revient, il trouve la fille allongée sur le lit, comme si, en fait, la fille était décédée, en fait, était décédée depuis 2004. Yeah. La fille, elle était décédée depuis 2004 et il a trouvé la fille allongée sur le lit avec des cotons, alors que c'était bon. Ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Donc la fille, elle était normale. Il a laissé la fille dans la chambre, mais quand il revient, il trouve la fille allongée avec des cotons dans les narines, en fait. Et il a eu la chair de poule. Il a commencé à crier, il a alerté tout le monde, tout le quartier. Les gens se sont réveillés vers 4 heures du matin. Là, il a réveillé tout le monde. Il avait tellement peur qu'il n'arrivait pas à parler, en fait. Du coup, on est allé chez des prêtres parce qu'il est revenu, il est rentré à la maison à 4 heures du matin. Là, il a frappé tout le monde. Il n'arrivait pas à parler. On a attendu le matin. Il a expliqué ce qui s'est passé. Et on est allé chez des prêtres et tout. Donc, le prêtre, il a demandé aux gens, je sais pas comment on les appelle, les gens de l'église, de venir avec lui pour aller voir. Parce qu'apparemment, la fille, elle était décédée depuis 2004. Donc, quand le prêtre est venu, il est rentré dans la chambre où la fille était. Il a peut-être fait 2 ou 3 heures, disons 2 heures, 2h40, 2h50, comme ça, 50 minutes. Il est ressorti, il a dit, mon frère, il doit faire des sacrifices. Mon frère, il doit faire des sacrifices, comme quoi offrir des cadeaux, donner aux orphelins, faire l'aumône, en fait, pour que la fille là parte. Parce que le fait que lui, il a vu la fille, c'est... Enfin, en fait, la fille, elle peut plus disparaître. Je sais même pas comment expliquer ça. C'est tellement mystique, c'est tellement bizarre. La fille, elle peut plus disparaître, en fait. Donc, il faut que lui fasse des offrandes et tout. Mais que le fait qu'il a vu, qu'il a crié, il n'arrivait pas à parler. Et on était obligé d'aller dans les carrefours, essayer de donner aux pauvres la nourriture et tout. On a fait ça. Et la fille, je pense vers 20 heures, elle a disparu. Quand elle a disparu, mon frère, il a fait 2 mois, il parlait plus. Il a fait 2 mois, il parlait plus. Et on partait dans les prières et tout ça là, avec le prêtre toujours, parce que voilà, en ce temps-là, je veux dire qu'on était catholique, on était catholique, on priait l'église catholique en ce temps-là. Donc, les prêtres venaient tout le temps à la maison, prier pour lui, essayer et tout ça là. Il n'arrivait même pas à parler, en fait. Sa langue, je sais même pas
sa langue, elle était devenue lourde en fait. Il n'arrivait pas à parler. Il a fait 2 mois, il parlait pas, il n'avait rien à dire. S'il a quelque chose à dire, il écrit. S'il a envie de manger, aller aux toilettes et tout ça, il écrit et en fait pour lui. Mais avec les prières des prêtres et tout ça là, ça commençait à aller mieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a toujours des séquelles en fait. Il a vraiment des séquelles. Déjà, il ne côtoie plus les femmes. Il a peur des femmes, si je peux dire. Il a peur des femmes. Et il ne sort plus, il part plus en boîte de nuit, il fait plus... Il est traumatisé, on veut dire en fait. Il est traumatisé parce que ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que ça va bientôt faire 3 ans, mais voilà quoi. Donc il faut faire très très attention. Quand il faut sortir en boîte de nuit, c'est pas tout le monde qui est lucide en fait. Il faut vraiment faire attention. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Bon, c'est toujours dans le cadre de l'éducation en fait, et je suis enseignante. Bon, mon premier poste d'affectation, on m'envoie dans une ville où je vais taire le nom de la ville. Bon, quand on m'affecte là, on m'affecte dans une salle de classe où je commence mon service. Bon, j'avais des tout petits enfants. L'âge était environ de 7 à 8 ans. Bon, c'est comme ça que j'étais en train de dispenser une leçon en français. Je passe ma leçon. Elle était là, donc elle n'écrit pas. Une petite fille, parmi les élèves, il y avait une petite fille de 8 ans qui n'écrivait pas pendant que je travaillais. Je donne l'exercice, elle ne travaille pas. Je corrige même, elle ne prend pas la correction. Bon, quand je me rends compte, je la fais passer devant. Quand je la fais passer devant, je commence à leur gronder que pourquoi tu ne veux pas travailler comme tes camarades. Voilà, tes camarades ont déjà travaillé jusqu'à donner des réponses et tout. Toi, tu ne veux pas travailler, pourquoi? Je lui demande de se mettre à genoux et je la punis. Bon, quand je la punis, je continue entre-temps à travailler. Je continue à travailler, je la laisse quelque temps là. Après, je lui redemande d'aller s'asseoir à sa place. Quand elle passe s'asseoir à sa place, elle dit, et là où j'étais, les enfants étaient vraiment éveillés. Elle parle, elle dit à ses camarades de classe que dès que la maîtresse va partir, je vais la suivre chez elle. Quand je vais la suivre, je vais repartir chez elle la nuit. Quand je vais aller chez... Oui, c'est ce qu'elle dit. Quand je vais aller chez elle dans la nuit, je vais retirer son cœur. Je vais vider tout le sang de son cœur. Et quand j'aurai terminé de vider tout le sang du cœur de la maîtresse, je vais brûler son cœur. Et quand je vais brûler son cœur, je vais jeter les cendres de son cœur dans la brousse. Elle a donné le nom de la brousse. Une petite fille, elle avait 8 ans. Et les enfants là sont éveillés, je vous assure, les enfants ont répété mot pour mot, ces 2 camarades qui étaient assises près d'elle ont répété mot pour mot ce que la petite là a dit. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, ça ce n'est pas normal. Un enfant de cet âge ne peut pas prononcer des mots pareils, je vous assure. J'ai eu la chair de poule. Je ne savais pas quoi faire. Bon, j'ai déposé la craie et tout. J'ai demandé que toute la classe reste tranquille. Je suis allé trouver ma collègue d'à côté. J'ai expliqué. Elle m'a dit non, ça c'est pas normal. Ça c'est mauvais, c'est pas bon. Il faut qu'on rencontre à notre chef. On a rendu compte à notre chef. On a expliqué et tout. Bon, on a fait venir les parents de l'enfant que voilà, on a puni votre fille et la fille a fait des menaces à sa maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Votre fille
fait des menaces comme ça, elle est sorcière. Les parents disent que eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment leur fille peut avancer des propos pareils. C'est comme ça qu'on demande maintenant à l'intéressée elle-même. On demande à la petite fille. On n'appelle pas son nom, on demande que tu as déjà bu le sang humain. Elle dit non. Elle dit non. Le chef continue encore, le monsieur le directeur continue encore. Il demande. Il dit on le laisse, il va s'exprimer avec l'enfant. Il demande encore une fois de plus. Ça a quel goût? C'est sucré? Elle dit non. C'est amer? Elle dit non. On dit c'est comment alors? Elle dit c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle répond. Elle dit c'est comme ça. Quand elle a répondu comme ça, ses parents ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils sont dépassés. Eux, ils ne connaissent pas la sorcellerie dans leur famille et tout. Ils ne savent pas. Ils ont pris peur. Maintenant, on m'a demandé à moi qu'est-ce que je vais faire, parce que si on chasse l'enfant de l'école là, elle ne pourra plus fréquenter dans toutes les écoles publiques de la ville. Donc, elle sera carrément radiée. Donc, j'ai terminé l'année scolaire avec elle et je me suis mise en prière et tout. Et je ne vous dis pas, la nuit même de ce jour où elle m'avait fait les menaces, je vous assure que toute la nuit, j'ai passé la nuit blanche jusqu'au matin. Tellement j'avais peur. Tellement j'avais peur. Moi, Même comme quand tu veux faire la force, parce que moi, je partais dormir à l'hôtel, bien du sujet, on a étouffe, et dort, et quoi. Même comme on avait déjà fait les menaces à cette famille, je vous assure, dans la nuit, je tremblais. Je tremblais quand même, je tremblais vraiment. Je priais jusqu'au matin, j'ai passé la nuit comme ça. Ça me rappelle l'histoire aussi dans la nuit comme ça, là, qui est parti enseigner du côté des boulots là-bas. Il a carrément arrêté d'enseigner. Il a carrément arrêté d'enseigner là-bas. Surtout qu'on ne le paye même pas la bourre. Tu sais que tu sors de l'Eniège. Voilà. Pour ceux qui sont l'Eniège, les boulots là. Tu sors de l'Eniège. Après, on t'envoie dans un village. Donc, là où tu ne connais personne. Effectivement, c'est ça. Il est parti là-bas. Il a son collègue qui a fouetté un enfant. Ah. Quand le collègue là rentre à la maison, il se couche. Le lendemain, sa main est en train de. Je vais dire ça comment, c'est en train de. Donc, c'est en train de se sécher. Ça devient le sang de ce qui peut dans la main là. C'est en train de devenir cela. Seigneur Jésus. Donc, il est parti demander le lendemain à l'enfant que pardon, je m'excuse, je ne vais plus jamais te fouetter. Je me suis dit, fait du mal, pardon, je m'excuse. Après, l'enfant est sorti, il est parti ramasser les feuilles de quoi là, venir frotter sur la. Comment sur la main du professeur. Seigneur Jésus. Et puis, c'est revenu. Donc, le gars, il est quitté avec les parties, il ne vient plus là-bas. Il est parti rester au boulot. Comment il n'enseigne plus? Vraiment, vraiment. Effectivement, c'était à peu près toujours une histoire pareille qui m'est arrivée. Vraiment, j'ai eu vraiment un mauvais souvenir, mais j'ai bien terminé l'année avec cette petite. Elle est même passée en classe supérieure. On avait l'œil sur eux et ses parents la faisaient suivre par les prêtres exorcistes. Donc, elle se faisait faire l'église. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que s'est terminée cette histoire. Et on m'a affecté l'année suivante. Donc, j'ai pu continuer là-bas. Je voulais conter, c'est l'histoire d'une tante. Et ça s'est passé au marché. Je ne sais pas si si certains savent que à une certaine heure, il ne faudrait pas être au marché. Il ne faudrait pas aussi faire la bagarre au marché. Ce n'est pas bon. Donc, il y a une tante assez éloignée, mais qui était cote. C'est-à-dire qu'elle avait sa marchandise juste à côté de celle de ma mère. Donc, on faisait pratiquement tout avec elle, la nourriture, tout et tout, quoi. Vu qu'on venait pratiquement du même village, du côté de ma maman. Alors, cette dame-là, quand il est 17h, pendant que tout le monde cherche à ramasser, fermer, tout et tout, elle, c'est maintenant qu'elle est là rangée. C'est-à-dire qu'elle traîne au fait. Elle traîne, elle reste là jusqu'à 19h par là. Souvent même 20h, 21h.
Et tout le monde commençait à dire, ah, vraiment, faut arrêter, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais elle faisait la dure oreille, elle continuait. Jusqu'à ce qu'un bon jour, la dame devienne folle. Elle faisait des trucs qu'elle ne faisait pas habituellement, des paroles, des trucs de ce genre-là. Et comme son mari ne s'asseyait pas, il allait voir un imam qui comme cela, a consulté, a vu que, c'est-à-dire qu'il y a un sorcier qui est venu faire des achats avec elle. C'est-à-dire que le sorcier l'a vendu la folie. Et c'est-à-dire que l'échange a été fait au moment où elle a pris l'argent et puis elle a donné la marchandise. Donc elle ne se retrouvait pas du tout. Donc ils étaient obligés d'aller, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont musulmans, la ruqya. Ils ont fait ça pendant 1 mois. Voilà, c'est les histoires de marché, là, c'est pas des histoires en l'air, quoi. Ok. Merci beaucoup à moi, Avi. Je vais encore raconter une autre histoire. J'en ai tellement, mais j'ai choisi celle-ci. On nous interdisait toujours de ne pas aller puiser de l'eau à midi, 13h. Donc, c'est une histoire qui s'est passée à l'ouest. Bon, voilà ce qui se passe. Il y avait des petits enfants qui partent puiser de l'eau au niveau de la source. Il y a des petites sources comme ça partout dans l'ouest. Quand elles arrivent donc, elles puisent l'eau. Au retour près des herbes, l'une des petites filles là voit un serpent. Bon, quand elle voit le serpent, elle n'a pas le temps de crier. Le serpent là, dans le bois, le serpent l'a avalé une fois. Maintenant, ses sœurs ont vu, quand ses sœurs ont vu, elles ont laissé tout leur bidon et seau, elles ont commencé à courir pour rentrer, appeler au secours. Et quand elles appellent, le monde, tout le quartier est sorti en alerte. Tout le monde est arrivé au niveau de la source, commencé à fouiller. Quand ils ont commencé à fouiller, on a demandé d'appeler les gens qui habitent tout autour, d'appeler, qu'il faut qu'on sache d'où ça vient, parce que ça là, c'est pas normal. Non, les gens qui disent que c'est faux là, c'est vrai, c'est une histoire qui s'est passée et c'est la vérité. Je n'ai pas recommandé. Bon, maintenant c'est comme ça que on commence à appeler, à faire sortir tous les voisins qui étaient autour. On appelle. Il y a maintenant une femme qui n'est pas sortie, une grand-mère qui n'est pas sortie de la maison. On toque, venez, il y a le serpent qui a avalé un enfant. Donc on connaît comment ça se passe ici. Sortez, il faut que tout le monde sorte. Ils ont fait sortir la maman là. Quand elle sort, elle avait le ventre d'une femme qui est à terme. Donc elle est sortie physique, elle était là physique, elle n'était pas sous forme de serpent, mais avec un ventre déjà d'une femme qui est déjà à terme, elle va déjà accoucher. Donc comme elle avait avalé l'enfant, elle n'avait pas encore, à peine, comme elle venait à peine d'avaler l'enfant, elle n'avait pas encore le temps de faire je ne sais pas, en fait, ses incantations ou ses rites ou quoi, dont l'enfant était encore dans son ventre. C'est comme ça que quand il la voit, il demande que la mère, c'est quoi comme ça sur toi? C'est quel ventre comme ça? Les gens ont commencé. Il y avait peut-être des gens qui étaient aussi compliqués, qui ont commencé à dire que il y a quelque chose ici. Il faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre. Tu es âgé comme ça. Pourquoi on t'a jamais vu avec un gros ventre comme ça? Mais pourquoi ton ventre là est gros comme ça aujourd'hui? Tu as quoi dans le ventre? Elle ne parle pas. On a commencé à la taper. Ils ont cherché les tiges de tarot et ces choses commençaient à frotter. Ils ont commencé à taper la mère là. Taper qu'elle va seulement remettre l'enfant là, que c'est elle. Si elle ne parle pas, c'est elle. Ils ont commencé à la mettre au milieu. Ils ont amené au milieu d'un carrefour. Commencé à taper. Ils ne font que taper. Qu'elle va seulement remettre l'enfant là.
quand elle était déjà fatiguée de la bastonnade là, c'est là où elle dit qu'elle va remettre l'enfant, elle va remettre l'enfant. Maintenant, elle se baisse, elle dit qu'on la laisse, elle se baisse, elle commence à faire de ces choses. Quand elle a eu à faire ces choses, elle dit que l'enfant là n'est plus sur elle, qu'on part au niveau du pont, au niveau d'un pont, on va trouver l'enfant là-bas. Donc, elle a fait sortir l'enfant là mystiquement, mais l'enfant n'était plus près des gens là où ils étaient. L'enfant s'est retrouvé au niveau d'un pont à l'entrée de la ville. Maintenant, on envoie les gens là-bas. Quand ils arrivent là-bas, on trouve que l'enfant s'exprime avec une autre langue. Donc, elle ne parle plus la langue on parle, la langue du village. Elle ne parle plus ça. Elle s'exprime déjà avec une autre langue et elle ne reconnaissait plus personne, mais c'était l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'ils ont ramené l'enfant. On a amené la femme au commissariat. On a brûlé sa maison. Sa maison a fait des années comme ça. Personne n'est plus jamais passé là-bas. Bon, je sais plus jusqu'à ce jour. Donc, c'était comme ça que son histoire là était finie. Et l'enfant, à ce jour, bon, elle n'a plus bien aussi toute sa tête. Bon, c'est un peu ça, c'est un peu l'histoire que je voulais raconter. Maman, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une amie à moi. On est tout le temps dans les cours ensemble en fait. Un jour, on allait à l'école. Il y avait une grande maison sur le chemin là-bas. Il y avait les signes des gens qui sont dans les cercles, les compas, les triangles, tout ça sur la maison. On a dessiné un grand œil comme ça sur le portail. Mais bon, l'homme était dans la même église que nous. Donc on se disait, bon, peut-être qu'il a une décoration quelque part, ça lui a plu. On partait à l'école ensemble. C'est comme ça, un jour, en rentrant, le mec était sur son étage et a salué mon ami. Bof. Et tout le temps, c'était comme ça, en passant, on le saluait, il nous répondait, il nous disait, allez bien à l'école, tout ça. Un jour, l'ami passait seul pour aller à l'école et le mec sortait de sa maison. Il a dit, oh, attends quelques minutes. Quand elle a attendu, ils ont discuté un peu et là, ils ont échangé les numéros. Ils continuaient par parler ensemble, tout ça. Un jour comme ça, mon ami revient et il me dit que ma chérie, aujourd'hui le mec là, il m'a donné 20 000 juste pour me dire bonjour. J'ai dit, ah bon? Et elle a dit oui. J'ai dit, il faut pas manger ça, ne mets pas ça dans ton sac. Elle a dit, je vais me mettre où? J'ai dit, donne-moi. Comme c'est à toi, on a donné. Donne-moi, moi je vais garder. J'ai gardé l'argent. Bon, l'argent n'a pas disparu du sac 3 jours après. Après, je l'ai remis. Et elle a mangé. Le jour, elle a mangé l'argent. La nuit, quand elle a dormi, elle rêvait que le gars est venu le tirer par la main et le frapper. De venir l'amener, il va l'amener quelque part. Il croit qu'on mange de ces choses comme ça. La fille dit que non, je ne veux pas aller. Là où la fille était, de façon qu'elle m'a raconté, qu'il y avait du feu et du sang. Et des gens agonisaient. C'est comme ça, on l'a frappée, on l'a tirée par la main. Elle a refusé. Et le petit matin, quand elle s'est réveillée, son poignet était noir. Elle était teint clair en fait. Ça, c'était noir comme ça. Et puis elle avait des blessures sur le corps. Mais elle est venue à l'école. Elle m'a dit, ma copine, c'est comme ça s'est passé. J'ai dit, ah bon? En fait, on priait beaucoup. On est parti à l'église, on a prié tout ça. Environ 3 à 4 jours après, on retournait à la maison. Et on a vu le mec a dit, tu es une petite fille, mais tu es très forte. Et la fille a dit, c'est Dieu qui nous protège. C'est depuis ce jour-là, on a pu vu le monsieur là sur notre chemin. Quand il nous voit, il nous dépasse. Il reste dans sa maison. Il a de gros chiens, si tu vois les chiens là. C'était comme ça s'est passé. Je me suis rappelé, j'ai voulu vous raconter. Donc, c'est pas forcément passer à l'acte. Recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est bien plus qu'un contrat. C'est bien plus qu'un contrat. La personne peut tout faire de vous. Il faut beaucoup prier. C'est juste ce que je me suis rappelé.
tout le monde, moi c'est Lucrèce depuis Douala. Je vous invite à suivre DMG TV. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager. Merci. C'est mon histoire. On m'a inscrit à l'internat au Gabon. C'est sur la route des Safa, pour ceux qui connaissent. J'ai fait 1 an, tout allait bien. 2e année, bon, l'internat, ça dépend. Quand tu es nouveau, vous êtes au rez-de-chaussée. Au fur et à mesure, vous montez. Donc, il y a peut-être 4 étages, je crois. 2e année, je monte au 1er étage. Et là, on m'a mis dans la chambre d'une de mes anciennes amies, mais qui est décédée. J'occupais son placard. Et donc, il y avait des scènes. Des fois, je suis là, coupure générale. Je suis devant mon placard, je parle avec mon ami, je pense parler avec ma camarade de chambre. Je raconte ma journée, comment c'était. Et après, j'entends quelqu'un qui me dit « Mais tu parles avec qui là-bas ?» J'ai dit « Merde ». Et j'ai traversé l'ombre, au fait. C'était une ombre avec qui je parlais. J'ai traversé l'ombre et ensuite, je voyais l'ombre approcher vers nous. Avec une grosse toge, un truc comme ça. Parce que c'est l'école d'une grande quelqu'une, du Gabon. Et la partie qui m'a vraiment fait peur, c'est une fois, on était à 4 par chambre, 2 lits superposés. Je dormais en bas. Une fois avec ma camarade de chambre, j'ai dit, bon, faisons échange, je dors en haut aujourd'hui. Elle a pris ma place, j'ai pris la sienne. En dormant la nuit, j'entends la porte qui s'ouvre et qui se claque. Je dormais à plat ventre. Ma tête regardait la porte. Et je sens quelqu'un qui bouscule le lit. J'étais paralysée par la peur. Je sens quelqu'un qui bouscule le lit. Je bouge. Et j'entends les pas, quelqu'un qui monte sur les escaliers, l'échelle là, des lits superposés. Et ça m'attrape le pied. Ça grimpe sur moi. Mais avec une vitesse, hein. Mon Dieu. La chose, je vais pas dire la personne, vu qu'après je me suis rendu compte que ça n'existait pas, c'était pas humain, m'a attrapé l'épaule et m'a retourné. Quand je me retourne, je ne vois pas de visage. Mais je me vois encore allongée à plat ventre. Et là, dans ma tête, j'ai invoqué les anges, j'ai invoqué Dieu, Seigneur. Mais vraiment avec une conviction, avec la peur, en même temps la foi. La chose là m'a redéposée tranquillement et descendue. Genre où elle a déposé ses pas, quand elle est montée sur moi, elle a remis les mains ou les pieds, je sais pas comment il faut appeler ça, au même endroit. Et vite redescendue, ouvert la porte, boum, claqué la porte. Et j'ai plus dormi, j'ai passé ma nuit à prier. Et c'était interdit après le coup-feu de laisser les lumières allumées. Donc, on est dans le black. Et il y avait des jours comme ça à l'internat. Les filles, tout le monde convulsait. Il y avait des filles qui convulsaient. Plus de 10 filles, plus de 20 filles. Ça prend une. Bon, moi j'appelle ça convulser, mais on sait bien que ce sont les mauvais esprits de l'internat là. Ça prend une là-bas, ça prend l'autre. En fait, les esprits faibles. Et l'infirmerie se retrouvait bombée avec plein de filles. Certaines même partaient avec les seins dehors. Donc, c'est ça. Et vraiment, nous, les parents, parce que je suis déjà maman, évitons d'envoyer nos enfants dans des internats. Ça rend nos enfants des fois pervers. Et aussi côté mystique, parce qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi. Donc, c'est un peu ça. Et le plus souvent, les internats sont un peu difficiles parce que ton enfant est appelé à dormir là-bas. Si ton enfant part à l'école et rentre à la maison, au moins c'est différent. La nuit, tout peut se passer. Et c'est pourquoi les internats sont souvent difficiles. Une fois, j'avais une camarade, elle était assise sur un banc public. Comme c'est vraiment un internat, vraiment c'est balèze, hein. C'est propre et c'est très beau. Elle était assise, elle pleurait. Je viens, tu pleures quoi? Oh, je me rappelle, c'est ici qu'on avait enterré mon oncle. J'ai dit merde, je suis tombée où? Et l'histoire se propageait et
Pour faire taire les surveillants, disaient non, c'était un champ avant qu'on ne construise. Quel champ? Le cimetière. Vous venez nous faire habiter dans les cimetières. Ah, c'était ça. D'accord. Merci, je voulais te dire merci pour ton émission que j'écoute tous les jours et que j'invite toujours à mes collègues à écouter. Je veux intervenir par rapport à ce que ma collègue a dit tout à l'heure, l'enseignante. Moi aussi, je suis enseignante. Et Voilà. oui, je voudrais aussi raconter des histoires que je vis au quotidien parce que moi, ça fait 22 ans que j'enseigne et j'enseigne à la maternelle. Et je voudrais dire aussi aux gens qui nous écoutent que vraiment, le métier d'enseignant, c'est quelque chose de très délicat. Et on rencontre tous les jours ou chaque année des âmes, plusieurs âmes qui se rencontrent. Et ce qui fait que nous sommes dans des situations délicates. Mais l'enseignant a cette faculté de pouvoir canaliser les énergies et les esprits des enfants. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une collègue qui a vécu ça dans une autre école dans la ville où je suis. Je suis actuellement dans la ville de Kribi. Donc, j'ai une collègue l'année passée, elle enseigne au privé. Donc, un matin, elle arrive en classe et un lundi, elle dit à sa collègue, elle se plaint chez sa collègue qu'elle a passé un très mauvais week-end et que dans la nuit, elle avait mangé, qu'on l'a fait manger les prunes. Et elle racontait, elle était tellement embarrassée. Bon, après, il y a eu le rassemblement et puis, dans le rassemblement, un enfant du cours élémentaire 1 est venu se vanter chez son camarade que cette nuit, j'ai fait manger à la maîtresse les prunes. Elle a bien mangé ça, son ventre. Oui, elle a bien mangé ça, son ventre va lui faire mal. Et l'enfant va raconter à sa maîtresse, la maîtresse à qui la collègue s'était plainte. Et quand l'enfant va lui raconter, il dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, il donne le nom de son camarade. Et comme ça, la collègue va voir sa collègue pour lui dire qu'il y a un de mes élèves qui dit qu'il t'a fait manger les prunes. Et c'est comme ça que, tout paniqué, ils sont partis, ils ont pris l'enfant, ils sont allés à la direction. Et l'enfant, on demande à l'enfant, on questionne l'enfant, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit que oui, j'ai fait manger les prunes à la maîtresse parce que je suis fâchée, parce que la collègue devait se marier la semaine qui suivait avec un blanc. Donc son fiancé, c'était un blanc. Et l'enfant te dit que il ne veut pas que la maîtresse se marie au blanc parce que si la maîtresse ne se marie pas avec lui, il ne va pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et oui, donc ils étaient tout paniqués. Et puis oui, il est même venu avec le couteau il devait poignarder un autre de ses camarades. On lui demande que le couteau est où. Il va dans son sac. Non, les enseignants vont dans son sac et on prend le couteau emballé dans un tissu rouge. Et quand on prend ça, c'était vraiment la panique générale puisque l'enfant s'est confié et il était dans l'école avec sa sœur. Et il faisait, après c'était une fratrie de sorciers. Et comme ça, parce que moi je suis directrice d'école, on alerte ça dans le forum des directeurs. Et c'est comme ça qu'une de nos collègues qui était une sœur catholique nous fait comprendre que oui, les enfants étaient dans son école l'année d'avant et elle a dû les renvoyer en fin d'année parce qu'elle n'arrivait plus à les contenir. Parce que chez les sœurs, je vais vous dire, dans les écoles catholiques, ils prient beaucoup. Ce qui fait que les prières étouffaient les enfants. Et quand ils sont partis dans une autre école où on ne faisait pas les prières, ils ont commencé à vouloir s'exercer. Donc, ce qui fait qu'il semble que quand les parents sont arrivés dans l'école, la maman, et les gens l'ont reconnue, c'était aussi une maman réputée sorcière. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a radié les enfants de l'école. Et on n'a pas cherché à savoir, comme c'est une ville qui a beaucoup d'écoles, souvent ils sont allés dans une autre école. Donc, je voudrais attirer les parents aussi pour leur dire qu'il faut que chaque parent, quand il se réveille le matin, qu'il fasse toujours des prières. Qu'ils entourent leurs enfants de l'Esprit Saint. Et puis, il y a les choses que parfois, il y a les jujubes, les choses que les parents prennent le soin soit de oindre les enfants pour protéger les enfants parce que, sans vous mentir, le monde n'est plus... il faut vraiment se méfier et toujours protéger ses enfants. Donc, j'ai beaucoup d'histoires, mais en fait, je suis venue là parce que j'ai écouté l'histoire de la collègue pour lui dire que vraiment... je lui tiens un coup de chapeau. C'est les histoires qu'on vit dans les écoles.
Beaucoup Mais il faut d'histoires. raconter, tu as beaucoup d'histoires, raconte. Raconte. Oh oui, il y a encore une autre histoire d'une de mes mamans quand je venais de commencer l'enseignement. Elle avait été affectée dans une ville vers le Lodov. Elle a été affectée là-bas. Et elle dit qu'un jour, elle était en train d'écrire au tableau. Elle nous a raconté ça comme ça, qu'elle écrivait au tableau et il y a un enfant qui lève le toit derrière. Et l'enfant te dit, maîtresse, Onana efface le tableau. Ben, c'est un nom que j'ai donné comme ça. Onana est en train d'effacer le tableau. Elle se retourne, elle voit que ses écritures sont toujours au tableau, mais l'enfant efface au tableau. Comment elle dit que mais Onana efface au tableau comment? Et l'enfant te dit non, il a une longue langue. Et sa langue arrive au tableau et ça efface. Bref, ils ont toujours, parce que tous les problèmes de l'école se gèrent à la direction. Et puis on les a convoqués et c'est parti chez le chef du village. Et ils ont pu, bref, on a pu canaliser les esprits de l'enfant comme ça. Et puis c'est pour dire que généralement, il y a des enfants qui viennent à l'école pour troubler les autres. Donc quand ils les fassent comme ça, c'est pour que d'autres enfants ne comprennent pas ou ne lisent pas ce que... Vous allez souvent avoir des enfants très, je ne vais pas dire bêtes à l'école parce que il y a un autre enfant qui est dans leur groupe de sorcellerie qui parfois efface le tableau ou entre dans l'esprit de l'enfant pour que l'enfant ne comprenne rien. Donc, c'est tant des choses que les enseignants vivent régulièrement dans les écoles. Et toujours à l'école, là même, pour avoir été un élève comme ça en classe, tu sais que il y a des gens, parfois ils partent acheter ces bonbons là, ils viennent, ils partagent tout le monde dans la classe. Tu ne sais pas ce qu'il a fait sur ces bonbons. Tu ne sais pas si Oui. toi tu prends seulement, tu montes à souci. L'autre partage les chewing-gums, Oui. l'autre partage les chips. Il faut éviter. Il faut éviter ces Éviter choses-là. Parce vraiment, qu'après, oui. après, tu vois un enfant qui avait une bonne performance peut-être à la CIL. Bon, on prend peut-être au lycée, peut-être en 6e, 5e. Et puis il arrive en 4e, il est blanc complètement, il ne comprend plus rien parce qu'il a des camarades là, qui sont en train de faire des trucs avec comment je Oui. Donc, Mhm. il faut conseiller vos enfants. Mais une fois, j'étais en haut de la papa, il y a une petite fille qui vient me demander, tonton, je veux l'argent. Ça m'a fait un genre. Je me suis dit, mais imagine, c'est ma fille comme ça. Après, tombe sur un monsieur qui est mal intentionné avec un agent travaillé, par exemple. C'est terrible. Mhm. Il faut parler à vos enfants à la maison. Il faut. Ben, comment? Ça s'est passé toujours ici. C'était dans un collège où une camarade de classe a donné il y a un genre de petits bracelets que les jeunes filles ont l'habitude de porter. C'est comme des spirales. Et elle a donné le bracelet à sa camarade. Et régulièrement, ils marchaient ensemble. Et subitement, l'enfant est tombé malade. La petite fille est tombée malade. Ils ont tout fait. Jusqu'au moment où on la renvoie de l'école, elle est partie chez ses parents parce qu'elle ne vit pas avec ses parents. Quand elle arrive chez ses parents, on veut se débarrasser du bracelet qu'elle avait à main qui ne quittait plus. Le bracelet était vraiment... comment est-ce que je dis ça? Donc ça va attraper son bras. Et quand, à un moment, la fille s'est mise à pisser les œufs dans le sang, dans les seaux dont elle pissait, des larves. Elle pissait des larves, comme des larves de poisson, oui, jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'est une de ses camarades. Et puis la camarade a même disparu de l'école. Je vous souligne que nous sommes dans une zone côtière et il y a beaucoup de choses mystiques. Donc c'est juste la sensibilisation et que chaque parent essaie de protéger ses enfants de toutes les façons qu'il faut protéger ses enfants, toujours protéger ses enfants. Et nous les enseignants, nous sommes exposés. Mais la chance que nous avons, nous les enseignants, c'est que nous avons des esprits. En fait, à l'école, nous sommes dominateurs. Ce qui fait que vous allez toujours comprendre quand on donne les devoirs aux enfants que aller faire, et les enfants ont toujours tendance à dire non, la maîtresse a dit, le maître a dit. Parce que eux, ils nous voient très supérieurs à leurs parents. Donc ça, c'est la force, la chance qu'on a dans les écoles. Donc il faut savoir canaliser les esprits. C'est vrai, il y avait même une vidéo des œufs qu'elle pissait. Oui. L'histoire, ça m'a bien. En fait, mon histoire commence lorsque j'avais 3 ans. Il y a mon papa qui a épousé 2 femmes. Et ma maman était la deuxième épouse. Et lorsque je suis mariée à mon papa,
En ce moment, mon père était marié déjà avec une autre femme qui avait déjà des enfants. Moi, 4 enfants différents. Et après, bon, elle a eu une fille qui est sur moi. Donc, il était beaucoup collé à mon papa. Et à mes 3 ans, j'ai perdu mon papa. Et bien avant de perdre mon papa, ce jour, je me rappelle très bien, il y avait 3 ans, c'était un architecte. Il était allé s'enchanter tout. On a passé toute la journée. Et après le travail, il a décidé d'aller passer du temps avec ses amis en groupe. Et pendant qu'il échangeait avec ses amis, moi j'étais avec des amis on s'amusait en fait. Et tout d'un coup, il a eu à piquer une crise et il a commencé à parler. Laissez-moi, il y a quelqu'un qui vient de me donner des coups. Et les gens ne savaient pas de quoi il parlait. Donc les gens, ses amis ont commencé à lui dire non, mais personne ne t'a donné des coups, mais on ne sait pas. Là, il dit non, que lui sait qui lui a donné le coup. Donc les gens ont commencé à l'attraper. Il dit non, les gens n'ont qu'à le laisser. Il va rendre son coup. Les gens ne comprenaient pas. Et tout d'un coup, il s'est évanoui. Quand il s'est évanoui, il est tombé dans le coma. Et ça n'a pas duré. Moi, je suis tombée dans le coma. En même temps. Donc, on nous a transportés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, pendant que nous étions dans le coma, et moi et mon père, on se communiquait en fait. On était dans le coma. Et là, on échangeait. Dans l'hôpital, il y avait ma maman, ça arriva, tout le monde était dans la salle. Attends, avant que tu ne continues. Tout ça, c'est quand j'avais 3 ans, tu communiquais avec ton père. Oui. À 3 ans, et tu te rappelles tout ce que tu faisais? Bon, étant dans le coma, là, je ne me rappelais pas. Mais bien avant ça, de la suite, là, j'arrive à me rappeler. Lorsqu'il a eu à prendre un choc où il se plaignait du fait qu'il vient rendre son coup, là, je me rappelle très bien. Et étant dans le coma, bon, je ne me rappelais pas. Et c'est après maintenant, lorsqu'il y a eu au moins 15 ans qu'il a eu à me raconter la suite. Et lorsqu'on était dans le coma, il y a moi je lui disais, ah papa, attends-moi, je vais aller avec toi. Et lui, étant dans le coma aussi, qui disait, non, tu restes, moi je vais aller tout seul. Et pendant ce temps, moi je pleurais, il disait, non papa, je vais aller avec toi, tu vas où? Et lui aussi disait, non, reste, tu dois rester, moi je vais partir avec eux. Et les gens ne comprenaient pas en fait. Et après ça, bon, vu que la situation, ça allait un peu, on nous a ramenés à la maison. Et quand on nous a ramenés à la maison, moi, il était toujours dans le coma. Et lui, il était arrivé à la maison, ça n'allait pas toujours. Donc, il était sur le pied de ma maman plus l'arrivée de ma maman. Il agonisait en fait. Et lorsque il a eu à me dire non de rester, que lui va passer, moi j'ai eu à me réveiller en fait, tout d'un coup. Et quand je me suis réveillée, il est fixé droit dans le yeux. Et il agonisait en fait. Excusez-moi. Et il agonisait. Donc, il y avait des grandes personnes autour qui ont dit non, attrapez la petite, non. Son papa risque d'aller avec elle. Donc, on s'est fixé en fait. Pendant qu'il agonisait, on se regardait droit dans les yeux. Et après, bon, vu que j'avais 3 ans, donc après ça, il est décédé. Il a fait des funérailles, tout. Et le lendemain du funérailles, ils avaient déjà enterré parce qu'il vient d'une famille musulmane. Donc, après avoir fini l'enterrer, tout, le lendemain, il y a ma maman qui n'était pas avec nous. Il était au moins tard dans la nuit, en tout cas, il faisait très tard. Tout le monde dormait. Donc, j'avais envie de ruiner. Je me suis levée. Il a réveillé mon grand frère pour lui dire, bon, grand frère, j'ai envie de ruiner. Lève-toi, tu vas m'accompagner. Il m'a dit, non, bon, réveille maman, elle va t'accompagner. Il dit, maman n'est pas là. Donc, et quand je vais dans le salon, parce qu'il y a notre porte, et quand à l'intérieur, on arrive à voir dedans. Et mon papa, c'est quelqu'un qui fume beaucoup. Donc, quand je vais m'arrêter devant la porte, je regarde au dehors. Il y a mon papa qui marche dans la cour en fumant et il marche tout d'un coup. Il s'arrête, il me fixe. Et je me retourne, je vais réveiller mon grand frère. Il dit, viens, il y a quelqu'un qui est dans la cour. Il me dit, il n'y a personne qui est de me coucher. Tout le monde dort. Il dit, non, moi je vais aller revenir, il y a quelqu'un dans la cour. Et je vais, il est encore dans la cour, il marche. Il vient s'arrêter juste devant la porte. Vu que la porte est fermée, il ne pourrait pas rentrer en fait.
Donc, il vient s'arrêter devant la porte, je me fixe droit dans les yeux pendant qu'il fume. Et je me retourne. J'avais tellement envie de sortir que je me retourne, je vais réveiller mon grand frère. Et la troisième fois, quand mon grand frère m'accompagnait, il n'y avait personne dans la cour. Donc là, bon, jusqu'à là, cette nuit, je n'ai jamais eu à raconter à qui que ce soit. Jusqu'à mes 18 ans, il y a eu à raconter à l'arrivée de ma maman, parce qu'il a perdu ma maman en 2015, après tout ça. Donc, après tout cela, j'ai eu à rencontrer l'arrivée de ma maman. Elle m'a dit non, que bon, il a bien fait de ne pas sortir, parce que apparemment, il était venu me récupérer en fait. Vu qu'on était très proches, il était sa préférée en fait. Apparemment, il était venu me récupérer. Donc, elle m'a dit bon, de beaucoup prier, de faire des sacrifices, parce que vu qu'on était vraiment cool, on faisait tout. Et franchement, il y a d'autres. Parfois, quand ils me voient, ils pensaient que c'est lui. Donc, elle m'a dit de beaucoup prier, de faire beaucoup de sacrifices pour lui, de là où il est. Parce que généralement, chez nous, les musulmans font beaucoup de sacrifices pour les défunts. Donc, c'était un peu mon histoire, en fait. Non, merci beaucoup, Kaïta, pour ton histoire. De rien. Et avant de continuer, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like d'abord la vidéo avant de continuer. Hey, c'est comment? Comment on est nombreux comme ça et puis on like, on voit les vues, on fait 4000 vues avec seulement 500 likes. Deuxième histoire concerne ma maman. Elle a eu à perdre la vie en 2015 en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première histoire, je suis quelqu'un, j'ai une très bonne mémoire qui fait que j'arrive à me rappeler de plein de trucs. La deuxième histoire concerne ma maman. En 2015, elle est enceinte. Et il me rappelle très bien. En fait, moi, j'ai un don. Lorsqu'il y a un décès, j'arrive à voir son songe. Toi-même, quand toi, tu as le don, hein? Oui. J'arrive à voir, capter son rêve, mais je ne sais pas réellement ça peut être qui. Donc, elle est enceinte. Elle est décédée un vendredi. Or, elle et moi, on a eu à échanger le mercredi. Un mercredi. On a eu à échanger. Elle m'a même dit d'aller la rendre visite parce qu'elle habitait avec une tante. Donc, elle m'a même demandé d'aller la rendre visite parce que je lui manquais. C'est que j'ai oublié de souligner. Je suis sa seule fille. Au milieu de 4 garçons. On était 5, mais il y a un qui est décédé. Donc, je suis la seule fille. Donc, ça fait qu'elle et moi, on était beaucoup en contact. Donc, on a eu à échanger le mercredi. Et le vendredi, elle est décédée. Et à la veille du jeudi, il y a eu à faire un songe où dans le rêve, j'étais en train de marcher dans un champ. Et j'ai vu un féticheur qui était en train de faire des incantations. Et je me suis même posé la question, mais celui-ci en train de tuer qui? Dans le rêve, hein? Et même lui a précisé dans les rêves, celui-ci en train de tuer qui en fait? Et bon, je me suis arrêté derrière le féticheur en train de faire des incantations. Bon, je continue mon chemin. Et à la veille devant, il y a eu à voir une arbre de papaye. Il y avait des papayes qui étaient vraiment... Il y avait une seule qui était vraiment très très mûre. Ça m'a paru un peu bizarre, mais j'ai voulu couper. Après plusieurs tentatives, je n'ai pas reçu. Donc bon, il m'a pardonné, je continue mon chemin. Et le lendemain du vendredi, il y a ma grand-mère qui appelle ma tante. Lui, il a eu échangé avec moi. Il a échangé tout avec ma grand-mère. Elle ne m'a pas dit que ma maman, elle était décédée. Il même a demandé après ma maman. Pour moi, elle avait accouché. Donc, ma grand-mère m'a dit non, ta maman, elle a accouché à l'hôpital. C'est pour cela, bon, elle ne peut pas te parler. J'ai dit, mais comment ça, tu peux me parler? Non, passe-lui le téléphone, je veux lui parler. Elle dit non, au fait, tu vas venir à la maison le lendemain. Tu vas voir ta maman. Donc, après avoir fini d'échanger, ma grand-mère est passée le téléphone à ma tante qui échangeait avec ma grand-mère. Apparemment, ma grand-mère lui avait dit non, que ma maman, elle était décédée. Moi, je ne savais pas. Donc, après avoir fini de causer à ma grand-mère, je me suis assise seule dans mon coin. Et à ma tante, il me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais rien, je ne sais pas, mais ma maman, elle est décédée. Non, ça paraît un peu bizarre, ma tante. Elle dit, mais comment ça? Qui t'a dit ta maman est décédée? Je dis, non, je sais, c'est tout. Elle dit, mais comment ça? Je dis, il y a un don, mais je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais je sais que ma maman, elle est décédée. Elle m'a dit, non, la pleure, elle n'est pas décédée, elle a juste accouché. Elle dit, mais si c'est le cas, parce que le téléphone, moi, je vais chanter avec elle. Elle dit, ben non, elle est un peu épuisée vu qu'elle vient d'accoucher. Je dis, ok.
Donc, le lendemain, samedi, il y a mon oncle qui a insisté de m'accompagner chez ma maman. Donc, nous sommes allés trouver plein de personnes à la maison. Jusqu'à là, bon, on n'arrivait pas à réaliser que ma maman, elle était décédée réellement. Donc, arrivé chez ma maman dans la cour où elle habitait, il y avait plein de personnes qui étaient assises, qui étaient vraiment tristes. Donc, j'ai salué tout le monde, je l'ai dépassé, je suis rentrée dans la chambre. Et figurez-vous que, bon, lorsque je suis rentrée dans la chambre, il y avait la soeur de ma maman qui était couchée allongée sur le lit, elle dormait. Et au lieu de la soeur de ma maman, c'est ma maman que je voyais en fait sur le lit. Et quand je suis rentrée, il y avait des gens qui étaient assis dans la maison. Je suis allée m'asseoir sur le lit auprès de ma maman et elle a demandé si elle a couché. Elle ne parlait pas en fait, mais elle répondait comme si, mais elle n'arrivait pas à parler. Elle répondait, mais elle ne parlait pas. Je lui ai posé la question, elle a couché, elle me dit, Il a répondu, il est bébé, mais arrivé à ce moment, tellement qu'il lui a posé des questions, elle n'a pas répondu. Donc pour moi, bon, elle est un peu accusée, soit vu le nombre de personnes qui sont à la maison, peut-être que l'enfant n'est pas resté, tout. Donc bon, je n'ai pas voulu insister. Donc, tous ceux qui étaient assis dans la maison, j'étais vraiment choquée. Ils m'ont demandé, je parle avec qui? Elle dit, ma maman. Excusez-moi. Et elle a dit, non, mais je savais avec ma maman que je change. Elle me dit, non, mais viens t'asseoir près de nous, on va t'expliquer. Je lui ai dit, non. Et là, je suis en train d'échanger avec ma maman, laissez quoi vous allez m'expliquer. Elle m'a dit, elle ont tellement insisté que bon, je suis levée, je suis allée m'asseoir auprès de ma grand-mère. Elle m'a dit, ouais, tu vois, il y a certains trucs qui arrivent. Le parfois c'est normal, il faut toujours accepter certains trucs dans la vie. Tout. Non, après on m'a fini de dire tout ça, elle m'a dit, bon, il y a ma maman qui est décédée en accouchant. Et là, j'ai dit, non, mais ma maman, elle est là. Elle m'a dit, non, que ma maman n'est plus là. Ça, j'étais tellement choquée que j'étais dans les vapes, en fait. Donc, non, depuis là, il y a eu pas mal de rêves que j'ai fait où il y avait plein de personnes qui se sont suivies, qui sont décédées, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à utiliser correctement, je sais pas, je n'arrive pas à savoir qui sera le prochain, en fait, lorsque je fais ce genre de son. Donc, c'était un peu mon histoire. L'histoire que je vais raconter est un peu similaire aux histoires des deux maîtresses là. Ça, c'est une histoire vécue par ma maman même, parce qu'elle-même elle est enseignante. Les sorcelleries dans les établissements. Et c'est comme ça qu'une de ses collègues a failli perdre la vie dans le Mungo. Djombe, c'est dans le Mungo, non? À l'école publique là-bas. Il y a un élève en salle, orphelin, hein. Tu vois le genre d'enfant qui vit avec sa grand-mère et on dit, ouais, tout le monde, tous les enseignants ont pitié de l'enfant là. Quand ils ont un peu n'importe quoi là, ils se soucient de l'enfant. C'est comme ça que, un peu, elles sont en train de donner un peu à manger à l'enfant, à lui donner un peu d'argent en disant que non, il vit avec sa grand-mère. C'était une petite fille qui vit avec sa grand-mère. La petite fille là pour avoir même 5 ans comme ça, ou 6 ans. 5. Sa maîtresse l'avait demandé ou quelque chose sur ses devoirs en fait qu'elle n'avait pas fait et tout ça. Après la petite fille passe s'asseoir et dit à sa camarade de classe que je vais manger la maîtresse comme je mange souvent les gens dans la nuit avec ma grand-mère. Yeah. C'est comme ça que il dit que ma mater me dit que le jour là, si elle même de sa classe là-bas, elle n'est pas restée disparaître. Pourtant, c'était pas elle qui était attaquée. Et heureusement pour la maîtresse, la camarade à qui elle a dit ça, bon, va aussi dire, comme les enfants, elle me dit, je vais te trahir là. Va trahir dans la maîtresse. Dans était devenue toute rouge. Ils appellent l'enfant, comme les petits sorciers là sont souvent ceux qui sont là. L'enfant, elle était tellement initié. On menace l'enfant n'importe comment, il ne parle plus. On dit que tu manges souvent, les gens vont t'amener à la police et tu peux effrayer les enfants là. Elle ne parle pas. Comme ça qu'à la direction, donc, ça arrive à la direction, convoque la grand-mère de l'enfant. L'enfant ne peut plus jamais passer à l'école. Hein. Et chaque jour, ses camarades voyaient l'enfant là, aller au champ. Elle ne venait plus à l'école. Et on avait quand même menacé l'enfant en disant que si un jour ta maîtresse a même se met mal à la tête, ta grand-mère, on va vous brûler. On va vous amener à la police. Bon, c'est vrai que la collègue de ma maman là, après cette année, elle a demandé l'affectation. Ma maman aussi avait quitté cet établissement. Et c'est un peu tout. Mais l'enfant là, je crois que jusqu'à présent, elle est toujours là avec sa grand-mère, elle ne fréquentait plus, elle ne partait plus à l'école, tout. C'est une histoire, je ne veux pas vous citer les noms, parce qu'il y a certains gens qui peuvent reconnaître la personne ici, il y a certains gens
qui pourront qui pourront facilement se reconnaître dans ça. Mais en fait, c'est que on était, quand j'étais plus jeune, c'est une histoire réelle, elle s'est pas inventée, c'est une histoire réelle. Son oncle, ils étaient derrière la maison, derrière notre maison, au village. Eux, ils avaient leur vie, sa maman les avait bien éduqués, ils avaient tous bien réussi. Bon, quand je dis réussi, c'est comme chacun avec un petit truc qu'ils faisaient. Ils ne dépendaient plus de leurs parents. Puis leur oncle, il était juste à côté d'eux. Ses enfants étaient tous on m'a dit des vauriens, pour ne pas dire des voleurs ou d'une prostituée et tout. So, il était tellement jaloux des enfants de son frère. Et puis, là, tout était bien. Puis là, il était allé voir un féticheur pour rendre les enfants de son frère nuls. Donc, que toute leur vie soit basculée. So, parmi les enfants de son oncle, il y avait un qui était prêtre. Lui, il passait son temps à prier. Les deux filles qui étaient mariées, subitement, leur mari leur a foutu dehors. Puis un instant, laisse ta barre, tu vas tomber. Leur mari leur a foutu dehors, l'autre a perdu son emploi. Sa mère, la femme est tombée gravement malade. So, ils étaient rendus tellement pauvres encore. Et rien n'allait plus dans cette famille. Le prêtre, quant à lui, il était en séminaire. Et pour un rien du tout, on l'a accusé d'un vol qu'il ne connaissait pas. On l'a chassé du séminaire. Il est rentré à la maison, donc tous sont rentrés au village. Rien n'allait pour eux, rien. Mais celui qui était prêt, chaque fois quand il dormait, il rêvait toujours de son oncle venait lui faire l'amour, mystiquement. Un homme? Oui, et là quand il se réveillait, il avait toujours mal à l'anus. Il y avait des glaires qui sortaient, il ne savait pas d'où, il disait que peut-être ici, là, ils sont là. La fois passée là où ça l'a vraiment choqué, c'est quand il se réveillait au matin, il était vraiment sodomisé avec le sang partout sur son lit. Et là, ils sont allés à l'hôpital. Après l'examen, c'est là qu'on a découvert que oui, il y a quelqu'un qui est en train de le sodomiser, mais il ne savait pas vraiment qui, mais la personne venait toujours avec l'image de, on dit comment là, avec la face de son oncle. Donc c'était son oncle qui s'était transformé dans leurs affaires de vautour là, comme on dit souvent. Yaya, je vais te frapper. Tu restes tranquille là. Non, maman a dit non. Et la fille, ces deux filles. Pardon? Faut pas taper Yaya. Non, je vais pas la taper, c'est juste pour les. Maman a dit non. Tu vas tomber là. Tu peux aller voir mamie au salon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y avait une de ces filles, elle aussi, à chaque fois qu'elle dormait, non, elle disait qu'à chaque fois qu'elle partait faire sa toilette, et quand elle voulait faire sa toilette intime, quand elle voulait se nettoyer en bas, il y avait quelque chose qui la mordait toujours. Il y avait toujours quelque chose qui la mordait. Mais elle se disait que peut-être parce qu'elle a les ongles et que peut-être c'est ça qui la blesse. Et une fois, donc, elle se lavant, donc c'était un serpent qui était habité en elle. Le serpent l'a tellement mordu que ça a laissé, comment on appelle ça? Ça a laissé un petit trou, quoi, comme on peut dire là. Là, elle a crié, elle est partie voir, elle a dit à sa mère, elle a dit, maman, je sais pas, ça fait encore plus de 2 semaines. À chaque fois quand je me lave, il y a toujours quelque chose qui me pique. Moi, au début, je pensais que c'était mes ongles, mais là, aujourd'hui, ça l'a tellement mordu. Puis son frère, qui était sodomisé, il était à l'hôpital parce qu'il ne pouvait plus marcher. Donc, il était tellement fracassé en arrière que il fallait qu'il reste seulement couché. Et on était obligé pour lui de lui mettre des serviettes hygiéniques des femmes. Puis là, le dernier, c'est un jour, sa maman rentrait du champ parce que tout n'allait plus rien. Elle-même, sa mère, là, son champ qu'elle partait, là, rien n'allait plus.
tout ce qu'elle faisait, rien ne marchait pour eux. C'était échec, mauvais esprit. La cuisine qui est restée un jour, ça a pris feu. On ne savait pas où le feu est sorti. Les cuisines en bois, là. Elle n'avait même pas allumé de feu, elle n'avait rien dedans. Puis là, un jour, ça a pris feu. Elle ne savait pas quoi faire. Les voisins. Oh non. Excusez-moi. Oh. Excusez-moi, là, j'ai l'enfant qui me dérange. Va voir mamie au salon. Bye bye. Ok, vas-y, chérie. Et là, c'est ce jour où leur cuisine a pris feu, que tout le quartier, on a dit non, ça ne va plus là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour lui. Et là, ma grand-mère, père à son âme, ma grand-mère est partie rappeler un traitant, comme on peut dire, et il est venu avec ses trucs, il faisait des incarnations, il priait, il invoquait, je vais dire les ancêtres comme eux disent souvent. C'est là qu'il a dit qu'on aille dans... Vous savez comme en Afrique là, au village, les toilettes ne sont pas modernes comme ici. Là, on creuse des trous plus profonds, on met un peu des barres et puis on s'accroupit là-bas pour faire nos besoins là. Certains. Oui, c'est là que le monsieur, il allait dans la, on va dire salle de bain, aux toilettes. Il a prié. C'est là un gros serpent. Je vous assure, moi-même j'ai vu, c'est pas qu'on a raconté. Il a un gros serpent noir est sorti. Et là, le serpent se dirigeait vers chez leur oncle là. Le monsieur a dit, il faut suivre le serpent. On a suivi le serpent est venu, il s'est accoupé, il est resté là, il s'est juste enroulé, il a juste laissé sa tête. Et le monsieur, lui en question, il n'était pas là. L'oncle en question, il n'était pas là. Puis on est resté là, on est parti l'appeler, il était dans, comment on appelle ça, dans un club là où on boit du vin de palme. On est parti l'appeler, on l'a fait rappel. Lui, il ne voulait pas venir. On a insisté, les villageois ont voulu le frapper. Il est venu. Et c'est là, quand il a vu le serpent, il a commencé il a dit, non, c'est quoi ça? Je sais pas quoi. Il voulait faire comme s'il ne connaissait rien. Le marabout lui a dit, va enlever ce que tu as mis au fond de ton lit. Il y avait une grosse bouteille noire qu'il avait fait des incarnations avec des bouts de papier décorés et les noms de chaque enfant de cette femme. Puis là, on a prié, on a fait des trucs. L'autre marabout que notre grand-mère avait appelé les gens du quartier, il a prié, ils ont fait leurs incarnations et tout. Un truc noir est sorti de là. C'est venu frapper sur le front de cet oncle. Là, il a commencé à faire comme s'il voulait danser, je sais pas trop quoi. Il s'est déshabillé, il a confessé tout ce qu'il a fait. Et là, il s'est déshabillé complètement. Il était nu comme un ver de terre. Il est devenu complètement fou à l'instant. Ça n'a même pas traîné là, il est devenu fou. Il a commencé à aller ramasser des trucs dans les poubelles, il mangeait, il faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a voulu aider ce monsieur. Jusqu'à présent, j'ai pris des renseignements, on m'a dit que oui, il est encore là-bas au village, il est toujours fou. Toute la famille l'a rejeté. Donc, en grosso modo, pour dire que même ta propre famille, il faut vraiment avoir peur et il faut toujours prier avant de dormir. Mais malheureusement, pour les enfants de la dame, la fille, donc, le serpent était habité dans elle, le serpent est parti, mais elle n'a plus jamais retrouvé un autre mari. Elle est restée célibataire et fait sa vie. Son frère qui était abusé sexuellement, son abus était fracassé. Malheureusement, lui, il est décédé parce que il n'y avait pas trop de traitement pour lui. Et les autres, ils ont continué leur vie, mais les deux filles qui étaient sorties du mariage, personne n'est jamais remarié. Elles ne se sont jamais remariées, mais elles ont continué à faire leur vie. Chacun est bien. Ils ne demandent rien à qui que ce soit. Les garçons sont corrects.
Ils ont juste perdu leur frère qui était prêt et qui était sodomisé par ses rêves. Bon, merci beaucoup, là, super pour l'histoire. Ça fait plaisir. Je me lève souvent très tôt pour aller puiser de l'eau avant que les autres ne viennent déranger un peu l'eau pour que ça soit sale, quoi. Donc c'est comme ça, un jour, papa nous a réveillés, maman et moi, et il me dit, oh, que vous dormez jusqu'à... Il fait déjà presque jour, les gens sont déjà partis pour puiser de l'eau. Et c'est comme ça, maman et moi, on a pris les bassines, on a couru pour aller à la rivière. Donc, arrivé, on attend. Bon, sur la route, on attendait les gens causer. Ils sont en train de puiser de l'eau. Et maman et moi, on se dit que, oh, aujourd'hui, là, on ne s'est pas vite réveillé, hein, que voilà, on ne va pas trouver de l'eau potable aujourd'hui. Et arrivé, on a salué les gens. Et puis, bizarrement, il y avait plein de monde à la rivière. On a salué, personne ne répondait. Bon, nous, on a commencé par puiser notre eau pour pouvoir remplir notre bassine. Et ce qui était bizarre, quand on puisait de l'eau, ceux qui étaient là avant nous, leur bassine ne se remplissait pas. Yeah. Et nous, notre bassine est remplie. Et maman m'a aidé pour pouvoir mettre ma bassine sur la tête. Et c'est comme ça, elle voulait appeler une de ces personnes qui est là, une de ces personnes une d'entre les gens qui sont là avant nous pour que elle l'aide aussi à porter sa bassine. Et c'est comme ça, quand elle a dit, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec ma bassine, les gens parlaient, tu vois, excusez-moi, chez nous on dit souvent que quand quelqu'un mort ou bien revenant parle souvent dans les narines, donc c'est pas, c'est un peu difficile à écouter, quoi. Donc la personne parlait, la personne dit et que mon bras est avalé par la boue. La personne parlait, je ne sais pas s'il y a les Togolaises ici. La personne dit Baba Miaboa. Donc ça veut dire mon bras est avalé par la boue. Donc c'est comme ça, on a commencé, moi j'ai jeté ma bassine et on a commencé par courir. On a couru, arrivé à la maison et on a dit à papa que, papa dit, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, voilà, nous sommes allés à la rivière et tout ça. On attendait les gens parler, mais arrivé, on a rempli nos bassines et les autres étaient encore là. Mais c'est un truc qu'on n'a pas compris. Et c'est là, papa a dit, ok, je vais regarder l'heure. Et là, quand il a regardé l'heure, il sonnait 2h du matin. Donc depuis là, bon, on se lève plus tôt pour aller prendre de l'eau. On attend jusqu'à le matin à 6h, même si l'eau est sale, comment on va comme ça pour prendre. Donc c'est un peu ça.